7h-10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, Liselotte Dutreuil. Vendredi 31 mai, l'agence américaine Standard & Poor's a annoncé la dégradation de la note de la dette française, passant de AA à AA-. Ça fait encore une fois beaucoup de AA. Affichant ainsi l'ampleur du déficit budgétaire de la France en 2023, cette note la hisse au même rang que la Slovénie ou la République tchèque. C'est une première depuis 2013 avec une dette française qui atteint 300 000 milliards d'euros. Des chiffres qui sonnent comme l'annonce de sombres horizons pour l'économie française. Si le gouvernement assure que la dette publique ne passera pas sous la barre des 3% du PIB d'ici 2027, l'agence Standard & Poor's prévoit plutôt un taux de 3,5%. Alors pour une analyse plus claire de la situation économique de la France, nous sommes avec Philippe Murer. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes ingénieur, diplômé de l'École nationale supérieure d'informatique et de mathématiques appliquées de Grenoble, auteur en 2013 avec Jacques Sapir de la note de la Fondation Respublica sur les scénarios de sortie de l'euro et de ses livres Comment réaliser la transition écologique, sortir du capitalisme du désastre, tous deux aux éditions Jean-Cyril Godefroy. Merci beaucoup d'être parmi nous, Philippe Murer. Alors pour commencer, pourquoi cette nouvelle note AA ? On va essayer de comprendre comment la France en arrive là. La France était notée AAA sous le mandat de Nicolas Sarkozy et depuis, elle dégringole. Elle dégringole parce que l'endettement ne fait qu'augmenter et c'est, on le verra, le reflet d'une absence de croissance principalement, d'une mauvaise gestion des comptes publics, mais qui est due à une absence de croissance. Et si vous voulez, Bruno Le Maire a pris en 2017 les commandes du ministre de l'économie avec Macron, et donc un déficit public qui a doublé depuis 2017 et une dette publique qui a pris 1 000 milliards d'euros. Donc on voit qu'on a un vrai désastre sur les comptes publics, et ça enlève en fait d'ailleurs au niveau politique à Bruno Le Maire et à Emmanuel Macron la cause de la compétence technique qu'ils revendiquent devant le Rassemblement national et les autres partis. Alors justement, on va commencer par là. Je voulais en parler plus tard, mais allons-y. Concrètement, cette note, elle vient déstabiliser le gouvernement et plus précisément Bruno Le Maire. Oui, c'est embêtant. Politiquement, cette baisse de note se passe une semaine avant les élections européennes et ça montre la baisse de la compétence technique. Et ça pourrait, j'espère que ça ne sera pas le cas, mais ça n'a pas d'importance pour le moment parce que les marchés financiers sont optimistes. Et donc, ça ne va pas changer grand-chose au coût de la dette de la France. Mais si jamais les marchés financiers devenaient pessimistes et qu'il y avait des soubresauts forts ou un krach comme en 2012, la crise de l'euro, eh bien, la France empruntait à 4% parce qu'elle était double A+, et l'Italie empruntait à 7%, elle était triple B. Donc, ça a des gros impacts quand les marchés financiers perdent confiance, en fait, dans le système économique. Et alors concrètement, pour les Français, ça va avoir quelle incidence cette chute dans notre note ? En fait, l'incident, c'est surtout l'Union européenne qui va demander maintenant une cure d'austérité. C'est automatique par notre appartenance. Et donc, il y a déjà eu des coupes, il y a déjà eu une hausse des prix de l'électricité, il y a déjà eu pour 10 milliards, il y a des coupes dans les dépenses publiques qui vont arriver. Et donc, on va le voir venir en tant que soit hausse d'impôts, alors Bruno Le Maire dit non, mais peut-être hausse de taxes ou baisse de prestations sociales, et donc encore moins de croissance à l'avenir, en fait. Vous parlez de ces coupes de budget qui ont été envisagées. La France Insoumise et le Rassemblement national ont déposé des motions de censure qui ont été toutes les deux rejetées. Est-ce que ces coupes budgétaires imposées par décret en 2024, ces motions de censure, cette tension qui monte entre le gouvernement et l'opposition, ça ne signifierait pas que l'économie est aussi un terrain où la démocratie commence à se faire fragile ? Oui, alors ça fait très très longtemps. Ça fait 40 ans, si vous voulez, que l'économie est menée envers et contre l'avis des Français, c'est-à-dire qu'on est dans le néolibéralisme, donc on baisse les impôts des plus riches, on s'insère dans la mondialisation, on fait du libre-échange, ce qui pèse sur les salaires des gens et les résultats nets des grandes entreprises et leur capitalisation boursière, ainsi que l'argent des milliardaires. Donc ça fait très longtemps qu'on n'est pas dans une démocratie, puisque le gouvernement ne fait pas du tout la politique économique que veulent les Français, tout comme d'ailleurs sur l'immigration. Et c'est exactement ce qu'ont fait Macron et Le Maire, puisque finalement,
Euh, Ils ont principalement baissé les impôts des plus riches, en fait des très riches, donc en arrêtant l'ISF sur l'impôt sur la fortune concernant les actions, les obligations, les titres en portefeuille des très riches, en baissant l'impôt sur les sociétés de 33% à 25%, et en baissant le taux d'imposition des dividendes à 30%. Ils sont moins taxés maintenant, tout ça est moins taxé que le travail finalement, et ils ont baissé les impôts sur les très riches. Et le vrai problème qu'il y a, si vous voulez, c'est qu'en plus, ils n'ont obtenu zéro croissance. La croissance de la France depuis fin 2019 est de 0,5% par an. Donc on a un vrai problème de croissance. Et finalement, c'est ça l'enjeu, c'est qu'en fait, quand il n'y a pas de croissance, ça finit immanquablement dans le budget. Parce que soit vous devez aider les entreprises qui sont en difficulté, ça coûte beaucoup d'argent à l'État, soit vous devez faire des prestations sociales pour les gens qui s'en sortent plus, parce qu'ils n'ont plus de travail ou que leurs revenus sont très faibles, ça finit aussi par être payé par l'État. Et puis l'État, généralement, aussi, et ça s'est passé depuis le début du quinquennat, des 2 quinquennats de Macron, c'est qu'en fait, l'État relance la croissance par des plans de relance successifs qui coûtent aussi de l'argent à l'État. Donc, le vrai problème, c'est qu'on a zéro croissance, en fait, en France. Mais je vais vous dire une chose, je ne sais pas si les auditeurs le savent, parce que les médias ne le clament pas, il y a encore moins de croissance en Allemagne. C'est-à-dire qu'en Allemagne, on a zéro croissance, mais vraiment zéro depuis 2019. On a le même PIB aujourd'hui qu'en 2019, et c'est le drame de l'Union européenne qui, avec son libre-échange, a désindustrialisé au profit de la Chine et d'autres pays émergents à bas salaire, ce qui fait de la désindustrialisation partout et ce qui fait qu'on n'a pas de croissance. Donc il faudrait prendre le problème à échelle européenne, finalement. Non, surtout pas, parce que l'ADN de l'Union européenne, c'est le libre-échange depuis le traité de Rome de 1957. Donc elle ne se réformera jamais sur ce problème de libre-échange et de désindustrialisation. Elle ne le fera jamais aussi parce qu'il y a des pays comme la Suède qui s'en sortent pas mal en ayant des stratégies de niche, que ne peut pas avoir la France. Et puis l'Allemagne aussi, qui quand même est le pays le plus puissant politiquement en Europe, malheureusement, impose le libre-échange à tout prix. Ils ne veulent même pas, par exemple, aujourd'hui taxer les véhicules électriques chinois, alors même que les États-Unis, eux, ont taxé les véhicules chinois de 25% jusqu'à maintenant et vont augmenter leur taxe à 100%. Et donc, c'est tout le problème de l'Union européenne. Elle avait, par exemple, le secteur des panneaux solaires le plus dynamique au monde, avec 4 entreprises leaders qui étaient européennes. Eh bien, l'Union européenne, parce qu'elle est imprégnée du libre-échange, de la doctrine du libre-échange, a mis des droits de douane à zéro sur les panneaux solaires chinois, n'a pas du tout contré les panneaux solaires chinois. Il n'y a pratiquement plus de fabricants européens de panneaux solaires. Et Patrick Pouyanné, le PDG de Total, disait dans une commission, je crois, à l'Assemblée nationale, vous savez, Total produit des panneaux solaires en Chine, aux États-Unis, parce qu'elle est protégée de la concurrence chinoise par des droits de douane. Elle ne produit plus de panneaux solaires en Europe et même en France parce qu'il n'y a aucune protection des droits de douane. Donc malheureusement, il n'y aura pas de fin de cette politique tant que la France sera dans l'Union européenne, très clairement. Vous parliez de cette absence de croissance en pointant du doigt, néanmoins le fait que les plus riches étaient un peu moins taxés, etc. Est-ce qu'il n'y a pas un problème de confiance aussi en l'économie française? Parce que finalement, on comprend qu'ils ont peut-être un petit peu plus de moyens et que pour autant, ils n'investissent pas nécessairement en France. Et puis c'est assez surprenant parce que récemment, il y avait le forum Choose France, il y a à peu près un mois, à Versailles, où justement Emmanuel Macron pointait du doigt cette France forte qui motivait les investissements extérieurs. Donc, est-ce que l'économie française peut encore attirer des investisseurs? Et puis, est-ce qu'on peut encore faire confiance à l'économie française? Très clairement, les salons de Choose France sont des grands shows de Macron. Il faut bien comprendre que quand Macron annonce des investissements, il y a une partie qui sont de la construction d'usines, une partie qui sont de l'achat d'entreprises françaises par des entreprises étrangères, ce qui est certainement pas une bonne chose. Quand on regarde, Macron se félicite de ses résultats, mais en fait, c'est très peu d'emplois qui sont créés ou maintenus par ces grandes entreprises qui achètent à l'aide de l'étranger. Ce sont ces grandes entreprises américaines notamment qui investissent un peu en France. Elles ont créé ou maintenu 39 000 emplois selon Ernst Young, qui fait le baromètre qui est utilisé par Emmanuel Macron. C'est-à-dire créer, mais pas seulement créer. Il y en a aussi une partie qui ne sont que maintenues avec des calculs qu'on ne voit pas. Oui, il y a une absence de confiance dans l'économie française, mais aussi occidentale en général. Nos problèmes, de toute manière, se retrouvent en Espagne, en Italie, de façon encore beaucoup plus criante.
En Allemagne aujourd'hui, autre chiffre que je vais vous donner qui montre les problèmes gravissimes que traversent les pays de l'Union européenne. En Allemagne, c'est le pays qui se désindustrialise le plus vite en Europe. On est à moins 15% de désindustrialisation depuis 2017 en Allemagne. Et c'est pas seulement la crise de l'énergie, c'est aussi que maintenant les Allemands sont attaqués par les pays émergents et ils vendent moins dans les pays émergents et ils importent plus des pays émergents. Donc, il n'y a plus rien qui fonctionne, si vous voulez, en Europe et c'est une politique économique dans son ensemble qui ne fonctionne pas. Hmm. Finalement, on parle beaucoup des problèmes en interne, de la façon que le gouvernement a de gérer l'économie interne. En vous écoutant, on comprend que c'est surtout un problème avec la gestion de nos échanges à l'extérieur, finalement. Oui, c'est un problème de moteur de croissance qui ne fonctionne plus parce que, en fait, si vous voulez, les salaires des Français, par exemple, n'augmentent plus maintenant. Hmm. Aujourd'hui, on est à 4% de baisse des salaires depuis 2021. Donc, quand vous avez des baisses de salaire, vous n'avez plus de consommation. Donc, ça, c'est un problème important. Il y a un autre problème, c'est qu'à force de tirer sur la corde des salariés, avec une économie qui est beaucoup trop fluidifiée, on se retrouve avec une perte de productivité. C'est-à-dire que chaque Français, depuis maintenant 2019, produit 4% de moins aujourd'hui qu'en 2019, si vous voulez. Donc, Hmm. en fait, c'est le moteur de la croissance même qui est cassé en France, et c'est un phénomène qu'on retrouve dans beaucoup de pays européens, en fait. Et donc, il va falloir radicalement changer de modèle si on veut revenir à quelque chose. Et les mêmes résultats, les mêmes politiques donnent les mêmes résultats. Là, je lisais hier un article sur l'Angleterre et l'économie au Royaume-Uni, qui, bien qu'elle soit sortie de l'Union européenne, par exemple, continue la même politique pour les hôpitaux britanniques qui sont exactement dans le même état que les hôpitaux français. Vous voyez, c'est une maladie en fait occidentale qui est due à une gestion qui est un petit peu la même dans tous les pays qui se copient finalement. On arrive au terme de cet entretien, mais merci beaucoup Philippe Murer pour cette analyse et ces explications. Je le répète à chaque fois, dès qu'il y a un sujet d'économie, c'est souvent assez flou et assez compliqué. Donc merci de nous expliquer tout ça avec autant de clarté. Et puis merci pour ces préconisations. Malheureusement, les décisions à prendre ne dépendent pas de nous, mais c'est comme à chaque fois. J'espère que nos politiques nous entendent et vous entendent. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous, Philippe Murer. Et puis, on se retrouvera probablement très prochainement pour parler d'économie.